Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale, analyse de liquidité et de sentiments sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. On ira peut-être faire un tour sur une altcoin aujourd'hui. Je vous dis pas le nom parce que je vous le promets pas. Il est possible que déjà on ait largement dépassé le temps imparti. Avant ça, allez, intro. Alors, Bitcoin en daily, rien de spécial par rapport à hier, au sens où on continue à se balader en crabe entre le 4 heures qui est là et celui-là. Les deux niveaux orange, celui que vous voyez là, celui que vous voyez là. Pour l'instant, pas de résolution. On est vendredi. Donc je m'attends soit à une résolution aujourd'hui, soit tout simplement qu'elle soit baissière ou haussière. Pour moi, potentiellement quand même plutôt quelque chose à la baisse, mais on va voir. Et puis voilà, au vu de la structure, plutôt quelque chose de baissier. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. En fait, ce qu'on regarde, c'est simplement cette idée, bon ok, on se balade en crabe, mais il y a une très légère tendance baissière de fond. Cela dit, un short squeeze de toutes ces choses-là est tout à fait possible. Pour le moment, le 4 heures qui était là a rejeté. En bas, on s'est fait soutenir, bien sûr, par le 4 heures, celui qui avait, entre guillemets, tenu ici sur la news de l'inflation qui était plus haussière que ce qu'on attendait. Pour le moment également, vous voyez qu'on est au contact d'une distribution. Donc on va voir si ça perce, ça risque de percer très fort et d'accélérer très fort, justement parce que short squeeze, si ça ne perce pas, eh ben ça sera un nouveau rejet, un nouveau plus bas, peut-être pour la zone des 92,8, et pourquoi pas à plus long terme, si vraiment eh bien le marché le veut bien, une entrée entre 87 et 90, je dirais pour le moment. Je trouve que en tout cas à 89 462, ça serait une entrée extrêmement propre, extrêmement pixel. Donc pour moi, deux points d'entrée intéressants, les 2-5 minutes que vous voyez là, à savoir 92 800 pour au moins choper le plus bas qui lui-même pourrait aller choper un nouveau retest de la distrib et pourquoi pas une cassure, hein, puisque encore une fois on n'est pas Madame Irma. Et deuxième endroit que je trouve super intéressant, c'est les portes de cette boîte de liquidité qui pour moi est peut-être un petit peu trop vieille pour être vraiment percée, à savoir la boîte entre 84 et 89,5. 89,5 je le trouve est un très beau point d'entrée, sachant que cette boîte de liquidité là a un peu plus de fraîcheur, elle est un petit peu plus récente. Voilà pour le point sur BTC. Maintenant on va aller voir Ethereum contre Bitcoin, et là-dessus on va faire assez vite aussi parce que hier on a passé pas mal de temps dessus et que j'ai fait une vidéo spécifique affiliée là-dessus également. Eh bien, pour le moment, pareil, contact d'une distribution, on a le 15 minutes qui tient en dessous. Sur le 4 heures, c'est vraiment pas dégueulasse pour faire un petit retournement comme celui. Maintenant, il va falloir casser la distribution, d'accord? Pour le moment, ça n'est pas chose faite, et pour le moment, on va dire que si ça c'est impulsif, à ce moment-là ça serait correctif, on s'attendrait à une impulsion supplémentaire, peut-être plus basse que celle-ci, au sens où on respecte la structure qui est au-dessus, à savoir une structure baissière sur le daily. Maintenant il y a un moment où Ethereum devrait se retourner par rapport à Bitcoin, sachant que le problème étant de choper le bon endroit. Ici même chose, on a cassé la distribution qui était là, on a réussi le retest, on est en train d'éventuellement repartir. Qu'est-ce qu'il va falloir casser pour repartir? D'abord dans un premier temps ce 4 heures qui est là, qui a commencé, qui a pris sa source ici, et ensuite short squeezer tout ce qui se passe là, pour pourquoi pas venir prendre, pour moi en tout cas ce niveau est intéressant, 3414. Avec une belle imbalance, il y a un accouchement de prix là qui va peut-être falloir venir reponcer à nouveau, revérifier que c'était effectivement pas, une surréaction. Et dans le contexte d'une éventuelle, impulsion, correction et impulsion supplémentaire, on peut tout à fait viser 3415, voire peut-être très légèrement au-dessus, à savoir ce niveau-là pour rejeter. Si ce niveau passe, bien évidemment c'est un short squeeze plus important et potentiellement des targets autour des 4-5 000 sur Ether. Encore une fois, il vaut mieux en parler maintenant puisque d'une certaine manière, et encore une fois là, on a beaucoup parlé d'Ethereum sur du plus long terme, mais là on va en parler sur du court terme. La cassure de cette distribution nous annonce peut-être un flag, d'accord? Ce flag nous annonce peut-être une reproduction de l'impulsion, la première, avant la correction qui était là, donc impulsion, correction, impulsion, le truc classique. Et cette impulsion-là, si jamais elle a lieu, et si jamais cette target en déclenche une autre, puisque vous comprenez qu'on casse également cette distribution-là. Cette distribution-là, elle-même déclenche éventuellement une autre target qu'on pourrait qualifier, de plus ou moins cet élargissement que vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5. Qui lui-même nous déclenche quelque chose au-dessus des 5009.
Ce faisant, en déclenchant les 5009, on déclenche à nouveau une autre target qui est celle d'un éventuel flag qui était là à 7000 et ça on en avait parlé aussi, mais 9005 est dans le scope au sens où du coup on peut invoquer une flat. Alors vous me direz, si ma tante en avait deux, on m'appellerait mon oncle, on l'appellerait mon oncle. Tout à fait, mais c'est tout à fait le concept de base ici du trading, c'est-à-dire une éventuelle entrée. Alors personnellement, moi je suis dedans, pour le moment je suis en perte, hein, mais voilà, une éventuelle entrée ici sur Ether avec des prises de profit graduelles. Prise de profit ici, là on est très largement en profit. Prise de profit, bien sûr, sur, on va dire, le point haut local, hein, qui a pour l'instant refusé par 4 fois. Les triple bottom théoriquement n'existent pas, et vous voyez que là pourtant, on a eu triple top, pardon, n'existe pas. Et pour le moment, on a eu, même si c'est un très léger retest ici, dans son UT, si vous le regardez en weekly, il s'agit plutôt d'un triple top. Triple top n'existe pas, pour le moment, on a un equal low là qui pourrait signifier un changement de direction. C'est-à-dire, je fais comme ça et je fais l'impulse supplémentaire, encore une fois, peut-être pour aller à 9005. Il vaut mieux en parler quand on est à 2006 qu'on va à 9005 et d'une certaine manière, je le voyais beaucoup mieux réagir sur 2007 Ethereum, puisque ça c'était auparavant une résistance transformée potentiellement en support, mais en fait pas du tout. Il a traversé, il est passé complètement au travers et pour le moment, il est en train de tâter un petit peu du terrain pour savoir s'il repasse au-dessus ou si jamais il se fait rejeter. Donc comprenez qu'on est bien sûr là ici sur une zone pivot qui est extrêmement importante au sens où si on arrive à repasser 2007 et je dirais même plus spécifiquement, alors, dans un premier temps, casser la distrib qui est là, la verte, et dans un deuxième temps, inverser la structure, que ça soit sur ce point-là ou celui-là. Personnellement, j'aurais tendance à dire qu'on inversera la structure à 3458, c'est-à-dire qu'on repassera dans un contexte qui sera plus haussier. Et bien sûr, l'inversion totale de la structure, l'inversion de la structure weekly, elle se passera sur les 4000 que pour l'instant, on n'arrive pas à repasser. Et si on y va encore une fois. Maintenant, je trouve que le risk-reward est super intéressant sur ces zones-là, au sens où on est sur plus de... Enfin, il y a beaucoup plus d'intérêt à rentrer long sur Ethereum sur ces niveaux-là que de rentrer short. En tout cas, c'est mon avis d'intérêt. Je parle ici de potentiel de gain, d'accord? Je ne parle pas ici de... probabilité, de statistiques ou de quoi que ce soit. Mais moi j'adore quand ces targets se déclenchent un petit peu en cascade, dans un truc qui casse un truc, qui casse un truc, qui casse un truc. Pourquoi j'adore ça? Parce que ça permet très simplement d'avoir des niveaux de prise de TP qui sont extrêmement précis. Extrêmement bien dilués dans le temps et déjà effectivement vous prenez pas un risque énorme au sens où si vous jouez juste le fait qu'on reproduise l'impulsion, donc la zone des 3003, 3005 là ici, si vous jouez juste ça, eh bien vous avez d'une certaine manière déjà une très jolie, un très joli moyen de dérisquer votre trade et de complètement être hors risque, ne serait-ce que si on retourne à 3003. Et ensuite tout le reste ne se passe que sur du runner, on va dire plutôt, je dirais ici ça serait TP de dérisking, ici ça serait TP max, l'ATH, ici ça serait TP2, et ici ça serait runner, hein, d'accord, pour faire un petit peu la part des choses. Allez, on passe pas 10 minutes non plus sur l'AT, on essaye d'envoyer du bois aujourd'hui pour aller regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau du fondamental. J'ai pas retweeté grand chose, si en fait un petit peu... non pas du tout, c'est pas mon fil ça en fait, c'est pour ça que je... Le mec il raconte n'importe quoi. Le gars est mythomane. Alors qu'est-ce que j'ai retweeté depuis hier? Deux, trois petites choses visiblement. Alors ça je l'ai retweeté pour une raison très 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 valable et très intéressante, je trouve en tout cas. C'est que hier on avait parlé de Mastercard qui commençait à dire nous on a utilisé un petit peu les stablecoins pour faire quelques petites transactions cette année et on trouve que finalement c'est pas mal du tout. Et là, on a Robinhood qui nous dit très exactement la même chose. C'est-à-dire, nous, on a un petit peu utilisé des stablecoins cette année, voilà, au cas où, pour voir comment ça se passait et tout. Et en fait, quand les banques sont fermées, on trouve que c'est plutôt génial et que c'est plutôt pas cher. Alors, toutes ces grosses boîtes vous disent ça, d'abord parce que ça va être... Dans leur earnings, ça va être relativement évident, et même dans la manière dont on va les voir fonctionner dans le futur, ils commencent à expliquer, ouais, effectivement, on l'a fait en soum-soum pendant un petit moment, mais là, effectivement, on va devoir effectivement dire qu'on l'a fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que ça peut éventuellement être le type de narration qui lance, littéralement, un bull run sur la crypto comme moyen de paiement. Attention, la crypto comme moyen de paiement, c'est un truc qu'il ne faut pas zapper de trop, et c'est une narration qui, pour moi, est en train d'être
validé de manière institutionnelle. Validé de manière institutionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai Mastercard qui le dit, Robinhood qui le dit, ben on aura probablement les visas, les banques, etc., 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 qui vont éventuellement le faire. Ce qui voudrait peut-être potentiellement dire, encore une fois, peut-être, je dis peut-être, des choses intéressantes pour Ripple, et pourquoi pas des trucs un petit peu anciens, plus anciens, mais un petit peu dans cette narration-là également. Alors déjà, bien sûr, tout ce qui est paiement, Web3, etc., toutes ces choses-là, identité peut en bénéficier, mais également et surtout, à la base, il y avait des projets comme Litecoin, par exemple, qui étaient un petit peu là-dessus, c'est-à-dire vraiment, entre guillemets, Bitcoin comme un moyen de paiement. Bitcoin, au travers de son Lightning, peut être intéressant aussi, et puis bien sûr, bah, tout ce qui est Tether par ricochet, tout l'écosystème à la fois Ethereum et autres, hein, même du stablecoin sur Solana. Mais en gros, c'est intéressant de voir que les institutions acceptent de dire que oui, ça y est, on est en train d'utiliser le stablecoin et que c'est en train de se faire. Trump qui... Alors, j'avais reposté ça pour parler un peu de géopolitique, mais on va le faire rapidement. En fait, Trump me dit, bah moi j'aimerais bien que Poutine re-rentre dans le G7 et que c'était une erreur de les écarter. On a eu aussi d'autres news, je les ai pas retweetées là, mais globalement comme quoi Trump va rencontrer Poutine potentiellement en Arabie Saoudite, je crois, et que l'idée ici, ça sera de négocier sur l'Ukraine, tout simplement. Globalement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il va se passer que, a priori, les territoires, la frontière telle qu'elle est actuellement, avec peut-être un petit peu plus de Donbass pour Poutine, va appartenir tout simplement désormais à la Russie. Donc sur la base de la ligne de front actuelle, plus, je pense, quelques petites concessions. Avec peut-être, pourquoi pas, on va dire, Poutine qui rend Zaporozhye, histoire que l'Ukraine ait quand même un petit peu d'énergie nucléaire, mais qui récupère la partie du Donbass qui est manquante, et puis bien sûr toute la partie annexée en Russie, la partie sur Kursk. Voilà, je pense que c'est à peu près là-dessus que tout le monde va s'entendre. Le Donbass qui est manquant revient à la Russie, on va dire toute la zone Kherson plus Zaporozhye, donc la centrale nucléaire, une des plus grosses centrales nucléaires d'Europe, qui sera relancée et redonnée à l'Ukraine. À mon avis, c'est comme ça que ça va se profiler. On voit déjà ici des lignes rouges se poser, à savoir que Trump nous a déjà dit l'Ukraine dans l'OTAN, vous oubliez. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Potentiellement, pourquoi pas Ukraine dans l'Europe, ou en tout cas dans une préparation de l'Europe, ou dans un traité où l'Ukraine rentrerait éventuellement dans l'Europe, ce qu'il en reste de l'Ukraine bien sûr. En tout cas, 1 million de morts pour rien, ça fait nous 2 ans qu'on le dit, que cette guerre ne sert à rien, et que voilà. Donc c'est assez rigolo je trouve de voir les Américains, quel que soit le camp, hein, Trump ou Biden, on s'en fiche. Personnellement, on a plutôt plébiscité Trump en ce qui concernait la crypto et l'isolationnisme qu'il peut nous proposer, mais d'une autre manière, on a quand même un Américain qui pisse sur le feu qu'un autre Américain a allumé. Donc c'est assez rigolo de voir que finalement, à la fin, on dit à l'Europe, démerdez-vous. C'est votre problème. On a allumé un feu qui a fait que finalement, on vous a éclaté Nord Stream, vous aviez de l'énergie pas chère, vous êtes obligé d'en acheter chez nous maintenant. Maintenant, en plus, on va vous menacer, si vous n'en achetez plus chez nous, de faire des tarifs sur vos bagnoles, vos bagnoles, que ce soit vos petites Renault ou vos petites Volkswagen, c'est terminé. Maintenant, vous allez accepter d'importer notre gaz, nos surplus de gaz de schiste, nos surplus de pétrole, drill, baby drill, pour ensuite finalement vous démerder avec ce qui en est de la sécurité en Ukraine, ou en tout cas de ce qu'il en reste, c'est-à-dire sous-entendu dépenser les 2 ou 3 trillions qui vont faire que vous pourrez éteindre le feu qu'on a nous-mêmes allumé. Et je trouve ça intéressant que l'Europe commence à dire aux États-Unis, fuck you un petit peu quand même, non? Il y a peut-être un moment où on me la met dans tous les sens, je suis on va dire celle qui suis allongée dans le canapé, dans la tournante, dans la cave. Il y a un petit moment où je commence à en avoir un petit peu marre de me faire entuber dans tous les sens. Donc ça va devenir une période, je trouve, intéressante, dans laquelle l'Europe va probablement sombrer un petit moment, mais dans laquelle elle peut aussi trouver une forme d'intérêt à la fois dans la haine des uns et des autres. Ce qu'on espère peut-être à un moment donné, c'est que quelqu'un aura la bienséance de se dire que il est relativement intéressant pour l'Europe de faire une sorte de méga continent, étant donné qu'on touche la Russie, étant donné que finalement, on peut dire, est-ce que c'est plus démocratique les États-Unis ou la Russie? Personnellement, je ne sais pas. On va dire qu'il y en a une sur laquelle c'est un despotisme mou, dans l'autre c'est un despotisme peut-être plus assumé.
Mais cela dit, bah, est-ce que ça vaut pas le coup finalement de plutôt prendre l'énergie là où elle est, à savoir juste à côté de chez nous, et puis bah, finalement de faire une Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok? Pourquoi pas? Maintenant, moi c'est mon avis, ça ne reste que mon avis. Si ça vous choque, si ça vous, bah, dites-le en commentaire. Et encore une fois, ça ne reste que mon avis. Je donne mon avis, j'ai le droit, c'est ma chaîne de toute façon, donc je fais ce que je veux. Et sinon, par rapport à ça, Robert Kennedy Jr., qui effectivement est Head of Health Secretary, quelque chose comme ça, je sais plus le nom exact, mais en gros, bah, il a gagné, donc l'idée c'est Make America Healthy Again, c'est-à-dire moins de burgers et plus de carottes. Les afflux ETF avec des sorties sur Bitcoin et des entrées sur Ethereum, 12 millions d'entrées sur Ethereum et moins 156 sur Bitcoin, bah, toujours un peu dans cette idée de la narration de l'inflation qui repart, donc attention à ça. Maintenant, pour le moment, le prix n'en souffre pas de trop. Comment est-ce que Trump a créé, grâce à cette élection, finalement, bah, une machine à cash pour lui, mais c'est pas faux. Beaucoup de délits d'initiés, en l'occurrence, pour notre ami Trump. Et encore une fois, bah, c'est pas Pelosi qui dira le contraire, comme quoi c'était un problème. Hein. Du côté des démocrates, ça se faisait bien. Maintenant, on a vu le même coin. On a vu effectivement, apparemment, il y a un documentaire qui va sortir sur Amazon. Il y a des gros deals qui sont en train de se faire. Et puis, bien sûr, World Liberty Finance, les conflits d'intérêts qui peuvent arriver entre bah, Trump qui plébiscite la crypto et finalement Trump qui a un fonds crypto juste à côté. Maintenant, personnellement, je m'en branle. Encore une fois, je travaille pour la République de chez moi. Donc du coup, Trump qui fait pumper la crypto, je dis alléluia, bienvenue Trump. De toute façon, que ce soit démocrate ou républicain, c'est à peu près la même merde, sauf que les républicains font un peu moins de guerre, donc moi ça me va. GameStop, et ça c'est intéressant, qui pourrait éventuellement investir dans le Bitcoin. C'est intéressant au sens où, on se rappelle, juste pour ceux qui étaient déjà là, hein, il y a eu un moment GameStop qui était en même temps que le moment Dogecoin. Et c'était Wall Street Bets qui avait lancé, c'était un groupe Reddit en fait, sur lequel plein de traders particuliers s'étaient dit, bah venez, on va faire pumper le Doge à 1$ et on va short squeezer GameStop qui est, à l'époque, bien sûr, étant donné que les consoles vendaient leurs jeux directement en ligne, et bah c'était retrouvé, GameStop c'est plus ou moins, imaginez Micromania chez nous, voilà, des jeux dans des magasins physiques, étaient complètement, bien sûr, en train de capituler au niveau du cours de l'action. Donc ça a donné en fait finalement la première fois que des traders particuliers se mettent en groupe grâce à Internet pour faire pumper quelque chose. Et à l'époque c'était donc en partie le Doge en termes de coin et GameStop qui est... Donc c'est rigolo que GameStop aujourd'hui, grâce à plus ou moins ses gains accumulés hein, finalement par rapport au cours de l'action qui est largement remonté, eh bien disent bah, pourquoi pas investir dans le Bitcoin. Ça va tout à fait ça tombe sous le sens, en tout cas je trouve. Le Michigan, 18e état je pense, je sais pas si c'est le chiffre exact, mais globalement, vous avez 17, 18 États, peut-être 19, qui font des propositions d'investissement en crypto. Pour moi, l'adoption de Bitcoin comme réserve stratégique sera dans un premier temps fédéral. Et là, vous voyez qu'on est sur 50 et quelques États, on est quasiment au tiers. C'est ça, on est quasiment au tiers des États qui font en tout cas cette proposition. Le bull market qui serait loin d'être fini, a deep dive into the Trump DeFi Protocol, on passe, les tarifs sur les trucs auto, on passe, Birkin, Backmaker, Hermès, Hermès qui fait un saut plus que dans les profits. Alors, j'étais justement, parce que avant la routine, je fais une petite routine, hein, histoire de préparer quand même le truc, et j'étais justement en train de regarder LVMH, et bah, finalement, ce qu'on voit sur LVMH, c'est assez propre, c'est-à-dire à chaque fois que ça crache, on va dire, bon, ici vous comprenez qu'on passe de 900 à 500, donc effectivement ça perd la moitié de sa valeur, on est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, depuis 2008, on voit quand même vachement, je trouve, en tout cas, l'effet cantillon se mettre en place. Globalement, ça ressemble un peu, je trouve, à ce qui se passe sur le S&P. Je vais vous le tracer comme ça va être assez facile à voir. Hop. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, j'ai peut-être un peu abusé. On va peut-être mettre celui-là plutôt là. Pour moi, c'est ça, LVMH. Ça va pas, on est sur le trait du bas. Ça va plutôt bien, on est sur on touche le trait du milieu. Et quand on est au-dessus du trait du milieu, bah, il est temps un petit peu de sortir. En général, moi, j'aime bien faire ce genre de truc d'une manière comme ça, voilà, très simple. Voilà, rouge, bon, bah, c'est plutôt même l'inverse, ça serait plutôt vert, tu achètes. Orange, attention, et rouge, tu sors. Globalement,
ce qu'on peut voir dans ce canal-là, je vais pas faire trop long sur LVMH parce que c'est pas un sujet crypto, mais globalement, c'est finalement l'effet cantillon. Depuis 2008, et même je dirais depuis 2000, hein, là où vous voyez en fait finalement ce support-là, donc 2000, bubble bulle des dot-com, des .com, et 2008, crise des subprimes, qui a été, ça j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, très largement payée par l'Europe, hein, crise des subprimes aux États-Unis, mais qui a été elle-même aussi également payée par l'Europe, décidément, quand on parle de l'Europe qui paye pour les États-Unis et qui se fait pisser dessus en même temps qu'elle est en train de cramer dans le feu qui a été allumé par ses copains américains, et bah décidément on tourne en rond un petit peu hein, quand même depuis un certain temps. Mais cela dit, nos politiques finalement sont dans un conflit d'intérêts eux-mêmes, puisque potentiellement, bien sûr, bien évidemment, très largement engraissés par les Américains. On pense à McKinsey, on pense à voilà, tout ce qui se passe au niveau de la Macronie, là, quand même, et qui n'est désormais un secret pour personne. Globalement, en tout cas, si je le regarde comme ça, notre ami LVMH, je suis dans un range globalement entre 2000 et 2008, je sors de ce range en 2010, d'accord, j'ai 10 ans de range là effectivement où c'est pas très joli, mais sinon en soi j'ai un pouce, hop, un pouce et un pouce. Il y a un moment où on va bien sûr perdre le rouge, hein, ça n'est pas un modèle qui est fait pour rester, mais en tout cas on voit ici le très joli bounce, à la fois sur le support et à la fois sur... la trend, d'accord. Et la trend, ce que vous voyez là, je dirais la trend depuis 2008 finalement ici, donc la rouge, c'est quoi? C'est l'effet cantillon. L'effet cantillon, c'est quoi? C'est tout simplement de dire depuis 2008, étant donné que l'État investit, enfin l'État est en train de multiplier la masse monétaire x fois, x fois, x fois, x fois. À chaque fois qu'on augmente la masse monétaire, ça bénéficie à qui en premier? Ça bénéficie aux plus riches. Pourquoi? Parce qu'une banque est finalement rien d'autre qu'une institution qui vérifie que vous n'avez pas besoin d'argent pour pouvoir vous en prêter. Je sais de quoi je parle puisque c'est mon cas, on m'a jamais prêté autant d'argent que depuis que j'en ai, c'est-à-dire que ici à ce stade j'ai des autorisations de découvert, c'est du n'importe quoi, j'ai à justifier de rien, c'est vraiment relativement génial, et à partir du moment où j'ai envie qu'on me prête, j'ai juste à appeler quelqu'un, notamment tous les gens qui sont dans le circuit très fermé des banques privées, ce genre de choses, voilà, des banques où vous avez vraiment le numéro de portable de votre banquier et que les choses se font en 2-2, et là je vous garantis que votre endettement à 35%, toutes ces choses-là, on s'arrange parce que vous avez en face le cash que vous laissez bien au chaud à la banque pour pouvoir emprunter à minima autant, voire éventuellement plus que ce que vous laissez en cash sur la banque. Donc dans des moments où les hommes risques dans les banques sont extrêmement lâches, il est très facile pour, extrêmement lâche, sens extrêmement laxiste, donc ils disent oui à tout globalement, hein. Dans les moments où les taux diminuent très fort, il est très facile pour les plus riches tout simplement d'investir soit sur des valeurs tech, soit sur d'autres choses éventuellement, et dans les moments où ça commence à se corser un petit peu, bien évidemment de passer risk off, et puis là de prendre des valeurs qui seront un petit peu plus, on va dire... des hard assets, c'est-à-dire des assets qui ont une certaine dureté, de l'immobilier, des choses comme ça, etc. D'autant plus que dans des périodes de taux forts, l'immobilier est intéressant puisqu'il a lui-même diminué, d'accord? Donc du coup, vous faites un petit peu des cycles comme ça. Je m'expose actions quand les taux vont baisser et je m'expose immobilier ou autre, hard asset, en tout cas gold, ce que vous voulez, quand les taux effectivement remontent, et c'est ce qui fait le cycle de la vie, hein. Maintenant, l'effet cantillon, oui, c'est tout simplement de dire, la banque ici, depuis 2008, on est passé dans une autre vitesse, c'est une autre vitesse. C'est un moment où les choses vont 3, 4, 5, 6 fois plus vite pour les plus riches, parce que tout simplement, l'impression monétaire se fait à outrance. Et là, en l'occurrence, l'effet cantillon se fait ressentir beaucoup plus fort, parce que 40% des dollars en circulation ont été imprimés depuis 2019, par exemple, ici à ce stade, hein, si on prend à peu près quelque chose comme cette zone-là, ici, d'accord, 306 $, et vous voyez que malgré des conditions qui devraient être détériorées pour le luxe, et bien finalement on a une action sur le fond, hein, une action LVMH qui a fait x3, y compris à son plus bas, d'accord, là on est à 718, depuis elle a fait x3. Et dans ce cadre-là, c'est typiquement de l'effet cantillon, c'est-à-dire
L'argent fraîchement créé dans des périodes où les taux sont faibles, donc on augmente la masse monétaire, théorie quantitative de la monnaie, l'argent fraîchement créé bénéficie aux plus riches tout simplement parce que les banques sont des institutions qui vérifient que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous en prêter. Donc l'idée ici, c'est simplement de dire, à partir du moment où il y a des périodes inflationnistes, les premiers qui touchent l'argent fraîchement créé sont les riches, puisque les banques prêtent aux riches, et donc ce sont eux qui bénéficient derrière du double effet qui se coule de l'inflation. Sous-entendu, ici, si vous aviez du LVMH, alors là vous l'auriez eu acheté au plus bas, on va dire que vous en aviez entre là et là, on va prendre la zone médiane, ici, pour 2019, allez à 339 euros, ben vous auriez multiplié votre capital par 2, et c'est ce qu'a fait c'est ce qu'ont fait tous les Arnaud, Pinot et compagnie. Vous comprenez ici que ça correspond aussi bien évidemment à leur capital à eux. Aucun problème avec ça. Personnellement, je m'en fous. Encore une fois, c'est pas la question de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. La question c'est de comprendre comment ça marche et de fonctionner avec. D'accord encore une fois, j'ai pas ici de vocation à dire c'est pas bien, c'est mal. Non, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est de regarder, spéculer, être spectateur pour pouvoir spéculer au mieux et s'informer, spéculer pour pouvoir tout simplement investir au mieux. Je n'ai aucun problème avec la manière dont le système est fait, puisque de toute façon je ne pourrais pas le changer. La question étant comment je peux changer ma vie en comprenant le système. C'est un mindset qui est différent et que je pense vous devez acquérir si vous voulez tout simplement changer les choses. À partir du moment où vous comprenez que vous ne pourrez pas changer les choses, mais que si vous allez dans le sens de manière légale bien évidemment et que vous faites les choses bien, eh bien à ce moment-là vous allez pouvoir bien évidemment avoir des résultats bien plus impressionnants que ce que vous pourriez faire si jamais vous vous disiez je ne peux rien changer, et de toute façon, je ne pourrai pas changer, et de toute façon, ça ne marche pas, et de toute façon, encore une fois, avoir un capital de départ correspond à faire un trait sur, avoir une vie d'asset déjà, pendant ne serait-ce que 2 ou 3 ans, admettons, dans un pays où ça paye bien, dans un job où vous faites un max d'heures sup, où il y a des possibilités, si vous avez une vie totalement d'asset pendant 2 ou 3 ans, je vous garantis que à la fin, vous aurez forcément les 50 000 euros dont vous avez besoin éventuellement pour démarrer. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Si vous voulez vous lever le cul et si vous voulez faire 50 000 euros en 1 ou 2 ans, c'est possible. Et si c'est pas le cas, vous les ferez en 4, 5, 6, voilà, ok. Ou vous les ferez en achetant un garage, un appartement, le rénovant, le revendant, etc. Voilà, à côté du boulot, vous aurez toujours des moyens de booster votre net worth. On est à la fin du fondamental. Je me demandais pourquoi j'étais sur une charte alors que j'avais déjà fait le fondamental. Et du coup, on va aller voir la partie technique. Allez, combien de liquidations sur Bitcoin? 158 millions, c'est pas grand chose. On a liquidé plutôt du short, mais vous voyez que c'est très proche. 10 millions, 10 millions. Et sur les deux, c'est relativement proche, à part sur Ether qui a plutôt liquidé du long. Donc, dans la mesure où l'action de prix n'a pas été folle sur Ether, on peut déjà se dire, et vous comprenez ici, simplement juste en regardant cette petite page de CoinGlass, vous dites, ça charge en longue par contre sur Ethereum. Les gens veulent éventuellement... Attention, parce que ça charge en longue, c'est-à-dire que malgré une action de prix qui a été finalement en crabe, dans les dernières 24 heures, je vois qu'il y a plus de liquidation longue que de liquidation short sur Ethereum. Donc ça vous donne de l'info. Et là, sur Bitcoin, c'est tout à fait pareil. 158 millions, c'est pas beaucoup, et on a 50 millions, même pas un tiers sur Bitcoin et Ethereum. Ça veut dire que ça s'excite un petit peu sur les altcoins. Ici, j'ai pas grand chose à dire sur le carnet d'ordre au spot, pas grand chose de plus qu'hier en tout cas. Les marchés en levier, on a touché ce petit point là, qui était un point à revisiter, donc pour le coup, ça c'est fait. Et puis ici, je suis en montée, tout va bien. Ici, j'ai potentiellement un petit peu de short à venir, qu'on est en train de venir chercher actuellement, donc il n'y a pas de quoi s'emballer non plus. Là-dessus, d'accord. Pourquoi ça? Parce que le funding descend, le funding reste à plat alors que le prix monte. Ça veut dire que dans les entrées qui se font sur cette montée, j'ai soit des longs qui prennent profit, donc de toute façon ça m'enlève du monde en bas, soit effectivement, puisque vous voyez là l'open interest est plutôt en train de baisser, donc c'est plutôt quand même du long qui prend profit, mais j'ai aussi du short qui est rentré forcément, parce que théoriquement j'aurais dû liquider du short, donc faire augmenter le funding, on est bien d'accord là-dessus. Et là en l'occurrence ça va à peu près ensemble, sauf à dire que là c'est très légèrement modifié, j'ai une petite divergence ici au-dessus, donc je rajoute du long, mais de toute façon on y est, donc pas de souci de ce côté-là, on sauve ça, et on se rappelle qu'il y a quand même un petit point à venir chercher éventuellement à 94 602, et au-dessus, si on y va, à 98 500.
Voilà pour l'analyse, très peu de mouvements. Market, ici, là ce qu'on voit sur la Aggregated CVD Spot, que j'ai un petit peu trop retravaillé dans la formule, finalement c'est les achats ou les ventes market. Vous voyez que depuis la nouvelle autour du 12 février, c'était l'inflation, il y a eu que des achats ou ventes sur le carnet d'ordre, sous-entendu, déjà inscrit dans le livre et pas market. Si vous comprenez pas ce que je dis, allez voir à la fin hein, de la vidéo, il y a un gros tuto, 6 vidéos, ça fait à peu près 2h30, et vous allez plutôt gagner du temps, plutôt que d'essayer de regarder les vidéos et de les comprendre, vous allez plutôt gagner du temps là-dessus. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, mettre un like aussi, c'est super important si vous êtes allé jusque-là. On est à 30 minutes de vidéo, bravo, et mettez un like parce que c'est vraiment important, et tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc mettez 2 likes si vous pouvez, appuyez, montez à pieds joints sur le bouton like, faites-vous plaisir derrière. Bien sûr, les liens d'affiliation de la chaîne que vous pouvez retrouver, à savoir Bluefin, Mex6, Qcoin, BitGet, etc. Qui vous permettent bien sûr d'avoir toutes ces choses-là. Personnellement, je suis assez content, j'ai reçu ma carte, ma carte de paiement BitGet, ça faisait un moment que je l'avais demandé qu'elle n'arrivait pas. Là, ça y est, elle est arrivée, donc bien évidemment, avant d'utiliser toutes ces choses-là, faites les choses correctement avec l'État français et payez vos taxes, bien évidemment. Ici, finalement, quand on regarde les bulles de liquidité, attention, parce qu'on est venu prendre un truc qui existait, mais il n'y a pas vraiment la jonction avec la zone supérieure, même si on pourrait très bien y aller. Plus de long que de short ici à ce stade-là, donc sur le 6 jours, c'est pas très joli la liquidité. Sur une semaine, c'est plus joli en revanche, au sens où on est quasi au contact de cette borne ici à 100 000 $. Donc vous voyez que on a quitté un petit peu cette zone-là. Je manque un peu de liquidité intermédiaire, en tout cas c'est mon avis, pour redumper. On va aller voir la 12 heures pour voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Mais globalement, ici, on est sur une one week heatmap qui nous dit plutôt « Eh les gars, j'irais bien faire un tour à 99 000 ». Quand je regarde la 3 jours, donc un peu plus court, oh, c'est kiff-kiff, sauf qu'on est un peu plus proche. Hein, ça coûte moins cher d'aller péter en haut que d'aller péter en bas. Mais globalement, c'est kiff-kiff. La one day, pareil, on est au contact en fait finalement de tous ceux qui avaient shorté hier, à savoir la zone des 97. Hier, on avait parlé de 98,5, on a un petit truc à 99,5 même, et finalement, en tout cas dans la one day, c'est plutôt 98,2. Et la 12 heures. La 12 heures, on est plus shorté que longué également. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. On a l'impression d'avoir plus de jaune en haut. 100 000. Vous comprenez ici comment fonctionne l'algorithme de iBlock. En tout cas, probablement, j'imagine. Hein. Il regarde quand bouge le funding et puis il imagine qu'il y a une proportion qui a été faite en levier 100. Une proportion levier 50 et une proportion levier 25. Et d'une certaine manière, je pense qu'après, il garde une proportion de moyenne qui serait potentiellement tout le reste. C'est-à-dire levier 2, levier 5, levier 10. Et il en fait une 4e bande. Ou c'est un truc dans ce genre-là. En tout cas, à mon avis, à chaque fois, on voit correctement 3 bandes qui évoluent en fonction de ce que nous dit le funding et là où va le prix. En tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal cet algorithme, puisque vous comprenez qu'ils n'ont pas les infos. Hein, et en fait, ils sont dépendants de ce que leur disent les API de, là en l'occurrence, Binance, Bybit et BitMEX. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Je trouve même que sur la One Week, c'est quasiment un cheat code. Hein. Enfin, ça rajoute une info super intéressante sur la semaine que d'avoir ces poches de liquidité, de savoir un petit peu où on va. Donc, il y a cette idée de fraîcheur, il y a cette idée un petit peu aussi de cheat code parce qu'on sait où sont les endroits de vente. Hein. Ici, si je suis une institution, si j'ai bien mangé là, si je trade sur la semaine, hein, en tout cas, je vais probablement venir distribuer là. Donc, attention, ça peut être une zone de rejet. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo en n'oubliant pas de respirer. Et en l'occurrence ici, aujourd'hui 97, on va direct targeter du 15 minutes pour faire la petite jonction. Alors on est sur une montée là, elle est pas non plus extrêmement impulsive, d'accord. Ce que ça peut dire à ce stade, c'est que même si, excusez-moi,
Excusez-moi. Oui, donc du coup, pas d'accélération, en tout cas du momentum à ce stade. Enfin, disons un momentum qui reste le même. En tout cas, si on a quelque chose à tracer, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Je pense que c'est relativement évident. Il n'y a pas la peine d'être Einstein pour le voir. Et en soi, ce genre de petite structure est pas, je trouve, très engageante parce que ça s'accélère pas. Ça voudrait dire plutôt biseau ascendant, slash on revient ici au point de départ et peut-être potentiellement, pourquoi pas, faire le petit mouvement baissier. Maintenant, et encore une fois, je dis ça parce que on est pas loin d'une trend, on est sur une montée qui reste un peu larvée, on a une impulsion avant, donc on aurait peut-être envie de se dire, bah, il y aura une nouvelle correction, pourquoi pas. Si jamais on rejette, assez souvent, les choses se font sur cette conception que soit on reteste un pic et on rejette, sous-entendu les 97,5 en l'occurrence, sachant que sur la 12 heures, il me semble me souvenir qu'il y avait quelque chose dans les 97,5, ou en tout cas j'ai déjà oublié, je suis Alzheimer. Bonsoir. Donc ça voudrait dire prendre un peu de liquidité intermédiaire short au-dessus, et puis s'en va. Ouais, oh, c'est pas non plus flagrant. Assez souvent, vous allez avoir une sorte de niveau de niveau 5 minutes ou autre qui va effectivement parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que assez souvent, ce que vous voyez voir, ce que vous voyez, alors c'est pas forcément une certitude que ça va se passer comme ça, mais c'est assez souvent quelque chose en niveau 5 minutes qui refuse en fait. Et là, personnellement, le seul que je vois, puisque là, il y a quand même une délivrance de prix qui se fait, alors, sauf à dire qu'on le recherche dans une plus haute time frame, mais là, personnellement, je préférerais aller chercher du 5 minutes. Eh bien, voilà comment je vois un petit peu les choses. Sauf à dire que ça rejette maintenant, c'est-à-dire que ce niveau-là et celui-ci, enfin, c'est un rejet 15 et qu'on est en train de le voir, c'est-à-dire que ça, on le saura quand on perdra l'accumulation qui est ici. L'accumulation qui est ici, d'accord? Au moment où on la perd, on sait que y a de bonnes chances quand même de revenir en bas. Mais personnellement, je le verrais plutôt se faire sur trend et le faire plutôt sur les 97,5, parce que là, on a un peu cette impression que le prix est en train de timidement aller essayer d'aller chercher quelque chose sans l'avoir, d'accord? En général, quand le prix vient chercher une liquidation. Ok, j'y arrive. Quand le prix vient chercher une liquidation, ça se fait de manière assez larvée comme ça, comme si c'était des algorithmes qui bossaient un peu le truc, parce que c'est là que ça coûte le moins cher, c'est quand on monte, mais de manière assez larvé, encore une fois. Voilà, j'irais bien ça, moi, à 97,5, et puis ça en va pour un petit retour à 95. Aucune certitude que ça soit le cas, et en l'occurrence, si on voit une accélération du momentum avec cassure de cette distrib ici, ça sera le bon scénario bien haussier qui va bien et qui pourra nous donner éventuellement un petit break, par exemple de week-end, un petit break de liquidité pendant le week-end, ou ce genre de choses, ou dans la journée déjà de venir autour des 97. Voilà, en ce qui me concerne, mon avis, vous l'avez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Personnellement, je suis extrêmement confiant sur Ethereum, mais j'ai fait des erreurs par le passé, donc faites attention et agissez en fonction. C'est-à-dire que ayez votre propre avis. Parfois, c'est pas mal. Et plutôt confiant sur Bitcoin, sauf à dire qu'ils viennent chercher un petit quelque chose sous 90. Je dirais qu'on est plutôt dans une config où je viserais mieux 140, 150, en tout cas 120 à coup sûr, dans le prochain push. Maintenant, je peux, encore une fois, me tromper, et on n'est pas à l'abri d'un signe noir, d'un truc qui sort, quelque chose qui soit effectivement pas génial. En tout cas, pour moi, là où on voyait un sell de news sur l'investiture de Trump, le sell de news est suffisant à ce stade, et il a totalement porté ses fruits, c'est-à-dire que au 20 janvier, on doit être quelque part par ici, Trump est rentré en fonction et il y a eu effectivement ce sell de news. Tout le trade qui s'était fait par le passé autour du 5 novembre, d'accord, pour moi n'a pas nécessairement besoin d'être retracé entièrement, sous-entendu. Il existe encore, il y a effectivement l'élection de Trump et l'investiture, ça je suis d'accord. Il existe des bonnes chances qu'on tienne cette conso. Si en plus on passe un petit coup sous la structure, j'entends par là 89,5, pour le coup, vous l'aurez compris, je suis pas encore une fois devin, mais en tout cas voilà, un petit retour sur le petit 5 minutes ici, autour des 89,5, pardon.
celui qui vient pêcher sous la structure. Pour moi, le sell de news de l'investiture de Trump, il est propre, il se fait de manière corrective dans un flag, sauf à dire qu'on fait une dernière branche dans ce flag, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de regarder, c'est tout simplement un rejet par le haut pour revenir en bas, d'accord, et revenir rechercher quelque chose dans ces eaux-là, pour pouvoir enfin péter, c'est-à-dire on avait en fait sous les yeux une forme de range depuis le départ. J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de revenir là, d'accord. C'est possible de revenir à 70, c'est-à-dire à l'endroit où on était avant que Trump s'investitue. Pour moi, il faudrait pour ça, et pour y revenir, si je me base uniquement sur l'aspect fondamental, déjà que ça soit violent, que les mèches soient pas systématiquement rachetées, comme on le voit là et là par exemple, que ça soit violent, mais donc pas correctif comme ça, c'est mon avis, après ça vaut ce que ça vaut, mais aussi qu'on ait un truc en plus, c'est-à-dire que ce truc en plus, ça pourrait être, Trump nous dit, en fait finalement la législation crypto, on va la faire, comme il l'a fait un peu avec les tarifs, on a vu qu'avec avec les droits de douane, il était en train de dire, on verra ça plutôt en avril que maintenant. Si Trump commence à nous dire, on verra ça plutôt en 2026, la législation crypto, que maintenant, là vous pouvez être sûr qu'effectivement il va se passer un truc dans le genre là, et que ça sera juste une manipulation, on a encore une fois, Trump n'est pas un enfant de cœur, aucun de ces gens-là ne sont des enfants de cœur, mais si on devait faire une correction symptomatique et s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus violent, ça se fera au travers du fondamental, une très mauvaise news, et cette très mauvaise news ne sera qu'une manière de manipuler pour venir filer toute cette zone. Cette zone a été très peu couverte, vous le voyez ici dans le volume profile, c'est un peu dérangeant qu'il n'y ait rien entre 70 et 90 qui a été fait en business, mais à ce stade, ça peut soit nous donner un colosse au pied d'argile, un endroit qui sera probablement revisité un jour, soit nous donner tout simplement, c'est-à-dire, vous le voyez ici, moi j'aime bien quand les marches, elles se font, mais qu'il n'y a pas de... on appelle ça des marches en pas d'âne, en saut d'âne, c'est-à-dire, voilà, normalement une marche c'est comme ça, comme ça, d'accord. Donc là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et puis parfois, il y a une marche qui est beaucoup plus longue que les autres, c'est celle où vous trébuchez un petit peu. Vous savez pas trop, et là en l'occurrence c'est ce truc un peu vide ici. Et en padane, pourquoi? Parce que à l'époque, si vous allez dans des villages où vous verrez des marches qui sont très longues comme ça, vous marchez 3 pas et vous sautez, c'était tout simplement pour que les ânes puissent monter. C'est-à-dire que l'âne ne peut pas prendre des marches qui sont comme ça, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des marches en padane. C'était le petit moment un petit peu minute culturelle. Culture générale que je n'ai pas, mais quand on n'en a pas, il faut savoir de temps en temps envoyer une petite anecdote comme ça pour faire semblant, faire comme si vous en aviez effectivement. Très important. Toujours garder 2 ou 3 petites anecdotes en mode se coucher moins bête. Je sais pas si vous connaissez cette appli ou ce genre de truc, histoire de briller en société. Globalement, en tout cas, ce que je peux voir à ce stade, c'est que, putain, vous voyez, sur le daily, c'est flagrant. En fait, Bitcoin est coincé en ouverture-clôture, littéralement sur cette zone pivot, autour des 96, d'accord. Et soit c'est une réaccumulation, soit c'est une vente. Je pencherais plutôt pour une réaccumulation avant de casser. Maintenant, il existe toujours ce scénario de... réaccumulation certes, mais finalement il y a une petite news un petit peu des familles qui nous emmène plutôt sur ces zones-là, encore une fois pour moi entre 89,7 et 87, venir carrément cueillir la fin de la liquidité qui peut rester là, passer sous la structure, ici vous le voyez, plus de longue depuis déjà un bon moment, et là vous voyez que c'est crème pour éventuellement, boum, repartir très très fort pour le coup. Donc voilà, les 2 gros scénarios. Quel est le scénario que je plébiscite le plus pour le moment? Alors court terme, encore une fois, pour moi, c'est plutôt de la baisse pour donc revenir titiller quelque chose sous le 4 heures là, pour casser éventuellement là. Pourquoi pas faire une distribution peut-être un petit peu plus grosse. Et là, on gardera le risque de faire ça, mais je pense en tout cas que si ça pète, ça pète. On a parlé des targets en cascade un petit peu qui se dessinent. Donc voilà, mon scénario privilégié, c'est quand même plutôt du up. Maintenant, je n'évacue pas du tout et j'ai déjà des ordres en attente sur toute cette zone-là, au cas où on se fout dedans, parce que pour le coup, ça sera, je pense, une entrée générationnelle. En tout cas, c'est mon avis. Si jamais c'est la merde, c'est 70, d'accord. Vous avez compris ici que depuis le 5 novembre, on était à 70. Si jamais c'est la grosse merde et que le sell de news de l'élection de Trump est total, ce qui voudra dire, il y a des juges qui sont pas d'accord, il y a des nanans, il y a des machins, on le verra, on le sentira, hein, ça sera vraiment assez flagrant si c'est le cas. À ce moment-là, c'est un retour à 70 et ça se verra dans un premier temps dans le fondamental. Bien comprendre également que l'inflation qui reprend un petit peu, en tout cas qui reste autour des 3%, pour le moment elle a eu qu'un impact assez limité, mais c'est pas une très bonne nouvelle, d'accord. Donc le jour de la news, on évite de trader la news.
parce qu'il y a ces petits short squeeze, il y a ces trucs qui se font, etc. Maintenant, la news, on l'intègre toujours dans un coin de la tête, et à long terme, on comprend bien sûr que tout cela reste quand même assez baissier. Donc je serais assez étonné quand même qu'on ne revienne pas, en raison de cette news autour de l'inflation, visiter quelque chose sur la zone des 92. Voilà un peu l'idée. Pour moi, de fond, ça serait plutôt à minima retester ces niveaux-là, quelque chose dans cette mèche-là. Si jamais on pousse vraiment fort, retester quelque chose là, et ensuite casser. Si on arrive à casser d'ici là, c'est-à-dire impulsion, correction, sans avoir cette idée de double bottom là dans cette mèche, et que on fait tout de suite une impulsion supplémentaire, ça me va. Je suis ok, je suis dedans, il n'y a aucun problème. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Tiens, on va poser une question un peu bourse aujourd'hui. Votre avis justement, tiens, sur le cours de LVMH, donnez-moi un petit peu vos idées, voilà, toutes ces choses-là. C'est des choses sur lesquelles je trouve que c'est intéressant de toujours garder un petit peu un œil, hein, parce que c'est bien sûr, quand on parle de hard assets, de toutes ces choses-là, etc., c'est des choses qui sont importantes. Donc donnez-moi votre avis sur LVMH ou autre, hein, encore une fois, vous pouvez avoir du luxe dans le parfum, les... Kering, les Hermès et compagnie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.